Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, ça devrait aller sur celui-là. C'est bon, t'es en direct? Alors, oui. Est-ce que vous nous entendez bien? On va... hop, rapidement. Ouais, super, le MCP a rejoint. On va voir... est-ce que tu pourrais me dire, Florence, si tu nous entends bien? Comme ça, on pourra être sûr que le matériel est bon. Hop, je vois le vote blanc. Très bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Et le cas échéant, on va vous faire intervenir. Super. Ouais, c'est nickel là. Tu nous entends bien? Ouais, beaucoup mieux. Ah, parfait, 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 parfait. On attend Florence qui arrive tout de suite, je crois. Hop. Et on va commencer. Hop. Voilà. Et le FFJ va pas tarder aussi, je pense. C'est vrai que tu les contactes par message. De qui? Le FFJ. Je leur ai envoyé un message déjà. D'accord. Hop. C'est tout bon. Parfait, parfait. Florence, tu nous entends bien? Oui, parfait. C'est bon. Ouais. Ah On ben, va y arriver. on va pouvoir lancer le live alors. Hop, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde pour la 13e édition du Jeudi Tout est permis, donc qui est l'émission qu'on fait, qui est maintenant bimensuelle, sur une thématique de société. Cette semaine, c'est le vote et la participation citoyenne. Le débat va se diviser en deux parties. La première partie qui sera plutôt centrée sur le vote, en l'occurrence, sur le système électoral actuel, et sur les possibles réformes qu'on pourrait y appliquer pour adapter, disons, à une démocratie plus, disons, plus entreprenante et surtout qui se sent beaucoup plus proche des citoyens qui pourront voter et notamment des jeunes aussi qui ne sont pas forcément inscrits dans les démarches électorales. Voilà, ne serait-ce que pour s'inscrire, par exemple, on, on peut avoir une très grosse mal-inscription vis-à-vis notamment des jeunes électeurs qui ne pensent pas forcément tout simplement à s'inscrire dans les nouvelles villes auxquelles ils sont attribués. S'ils sont étudiants, quand ils changent de ville, ils y pensent pas forcément. Donc, par exemple, on parlera de ça. Voilà. On a une trame qu'on a rédigée pour ce débat qui va nous permettre de pouvoir faire des questions assez thématiques, assez précises sur des sujets précis. Donc vous nous dites si vous comprenez les questions, si elles sont pas très claires, on pourra les changer, il n'y aura pas de souci. Voilà. Je vais commencer par une citation de Alexis Tocqueville qui parlait de la première élection présidentielle qui avait été faite en 1848 et qui disait quelques lignes sur comment est-ce que une élection pouvait se passer dans un village. Le matin de l'élection, tous les électeurs se réunirent devant le village. Je rappelais à ces braves gens la gravité et l'importance de l'acte qu'ils allaient faire. Que personne, dis-je, n'entre dans une maison pour prendre la nourriture ou pour se sécher avant d'avoir accompli son devoir. Ils crièrent qu'ils firent ainsi et ainsi ils firent. Donc c'était juste une petite citation pour illustrer le fait que c'est la première élection présidentielle à un suffrage universel qu'on peut avoir dans la démocratie française. Et on constate que au début, en tout cas, il y a une adhésion presque complète à ce suffrage. On a à peu près 80% du corps électoral qui va attendre à cette élection. Bien sûr, à l'époque, c'est vraiment c'est les hommes de plus de 21 ans, les femmes sont exclues évidemment. Donc voilà, ça reste une frange assez réduite de la société, mais on constate quand même qu'il y a une adhésion assez importante. Malheureusement, ces dernières années, on va constater une abstention grandissante pour arriver à des taux qui sont très importants actuellement, notamment à la dernière élection présidentielle, avec un taux d'abstention qui était supérieur à 60%. Donc, ce qui constitue quand même une abstention inédite, jamais vue dans la Ve République. Pour pallier à ce problème, évidemment, il y a des associations comme le vote blanc avec qui on est, par exemple, qui vont proposer des mesures pour pouvoir adapter le vote à une société qui ne veut pas forcément voter pour quelqu'un, mais qui en tout cas veut voter comme un citoyen. Et pour ça, ils vont proposer différentes choses qu'on va pouvoir énoncer dans le live. Voilà. Je vous laisse vous présenter, Florence et Elliot, l'honneur aux femmes, je dirais. Donc, Florence, tu peux commencer. Voilà. Merci. Dans la vie, je suis consultante et formatrice en stratégie communication numérique. Et au niveau associatif, je suis très engagée dans
plusieurs associations qui défendent une démocratie directe. Et notamment, donc, je fais partie des fondateurs du MCP, Mouvement Constituant Populaire, qui fait le constat que le pouvoir divise pour mieux régner et que ce qui divise le moins ou ce qui rassemble le plus, ça dépend si on voit le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein, c'est le besoin de donner aux citoyens la capacité d'écrire, de réécrire, de modifier la Constitution, notamment au moyen du référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, parce que c'est le droit minimum dont doivent disposer les citoyens, comme en Suisse, pour se prétendre être en démocratie. Voilà, pour la faire brève. Très bien, très bien. Très intéressant. Elliot, je te laisse. Je te Enchaîner. laisse. Ouais, vas-y, vas-y. Eh ben, enchanté. Du coup, moi, je m'appelle Elliot Clark. Je suis journaliste et donc fondateur, animateur, communicant et j'ai un peu toutes les casquettes dans le vote blanc, qui est plus un mouvement qu'une association. Et donc, qui était un mouvement au départ. Donc, j'ai enlevé ma casquette de journaliste au début pour faire reconnaître le vote blanc. Alors, on va en reparler après, j'imagine, mais ça peut tout et rien vouloir dire, faire reconnaître le vote blanc. Mais en tout cas, moi, je suis arrivé avec une pétition que j'ai déposée à l'Assemblée nationale, qui était censée récolter 100 000 signatures pour qu'on étudie ma proposition de loi, dont on peut reparler juste après. Et pour faire ça, du coup, j'ai utilisé pour le coup ma casquette de journaliste et je suis allé voir plein de gens qui étaient pro-vote blanc pour essayer de comprendre pourquoi en fait ils voulaient voter blanc ou voulaient au moins que le vote blanc soit reconnu, parce qu'en fait, moi je suis pas particulièrement pour qu'on vote blanc. Je m'en fiche de ce que les gens votent, en fait, c'est en conscience que les gens font ça. Moi, je voulais juste faire reconnaître un outil, comme le RIC pourrait être un outil pour le MCP, par exemple, mais moi, je voulais faire reconnaître un outil qui pourrait alimenter cette boîte à outils qui est la Ve République, vu que pour l'instant, on parle de ça. Après, on pourra parler aussi d'une potentielle autre république ou autre système représentatif ou pas. Mais voilà, moi, je voulais ajouter cet outil qui est le vote blanc et qu'il ait un pouvoir de sanction, donc qu'il puisse annuler une élection, ce qui est le plus important, selon moi. Sinon, il a juste un pouvoir consultatif comme l'abstention, en fait, donc c'est pas très important, mais qu'il ait un pouvoir de sanction envers les élus, les candidats, les programmes et la Ve République, en fait. Et du D'accord, coup, très bien. cette pétition, juste pour finir, du coup, cette pétition, elle n'a pas abouti. Là, on est arrivé dans la trêve parlementaire juste avant les élections présidentielles et législatives, donc elle a sauté. Ils n'ont pas attendu la nouvelle assemblée pour la faire sauter. Elle a sauté il y a 3 semaines. Donc là, je me suis raccroché à quelque chose qui s'appelle Démocratie ouverte, qui essaie de faire signer un pacte démocratique aux candidats et aux candidates, qui inclut le vote blanc. On en reparlera après. Je laisse tout le monde. Et moi, ça a récolté combien de signatures, ta pétition? 11 000, je crois. Ouais, on était dans les 11 000 au moment où ils l'ont clôturé. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment une bonne lancée là depuis quelques semaines. Donc, bon, on ne sait jamais si ça aurait abouti. Mais... D'accord, très bien. Et tu avais eu l'occasion de faire une campagne médiatique aussi, j'avais vu, avec Combini, je crois, si je me trompe pas. Bah, de plus en plus, je commençais à avoir des médias. J'ai eu Combini. Normalement, il y a AJ+, aussi, qui est bon. On peut contester la légitimité de ce média, mais en tout cas, ils avaient fait une vidéo et je commençais à avoir des articles en cours. Il y a Thinkerview aussi qui a relayé pas mal ce qu'on faisait. Voilà, plutôt des petits médias ou médias indépendants, mais oui, ça commençait à prendre. D'accord. Très intéressant. Et le moyen utilisé, c'était le référendum d'initiative partagée, c'est ça? C'est ça. Non, c'était pas ça, c'est une autre plateforme en fait, qui a à peu près. En fait, le référendum d'initiative partagée, il faut 500 000. Je crois qu'il faut 500 000 signataires, alors que les pétitions à l'Assemblée, c'était juste 100 000. Sauf que c'est moins contraignant qu'un référendum d'initiative partagée. En fait, ils ont juste l'obligation de regarder la proposition de loi, mais ils ne sont pas du tout obligés de la faire voter, ni même de la prendre en l'état. Ils doivent examiner la proposition sous les 6 mois à partir du moment où il a eu 100 000 signatures, si je me trompe pas, c'est quelque chose comme ça, non? Oui, c'est ça. Le rapporteur, en fait, décide de s'en emparer et de la proposition de loi, s'il y en a une qui est assortie, et de le soumettre ou non à l'ensemble des députés ou des sénateurs si vous êtes passé au Sénat. Mais... D'accord, très bien, très bien. Et je laisse le FFJ se présenter. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, désolée, je suis arrivée un peu en cours de route, mais merci pour l'accueil. Du coup, moi, je m'appelle Marie Caillot et je viens du Forum français de la jeunesse, où je m'occupe plus particulièrement du plaidoyer. Et alors, Mhm. qu'est-ce que c'est le Forum français de la jeunesse ou le FFJ, du coup? C'est une organisation qui se veut porte-parole des jeunes et des organisations de jeunesse. Donc, en Mhm. fait, on regroupe des jeunes qui s'engagent sous des formes vraiment très variées, que ce soit dans des syndicats étudiants, que ce soit dans des organisations lycéennes, dans des partis politiques ou dans des associations. Et le but, c'est de, bah, en fait, que ces gens-là qui d'habitude ne se rendent compte pas forcément ou qui n'ont pas les mêmes idées ou qui, voilà, se mettent autour de la table et se mettent d'accord sur des propositions sur les questions de jeunesse. Et donc, du coup, régulièrement, on écrit des avis sur des politiques jeunesse qui concernent des sujets vraiment très variés. Et on a notamment créé et on porte un plaidoyer actuellement pour les présidentielles. Et en gros, pour dire en 30 secondes ce qu'on défend pour les présidentielles, on défend surtout une vision de la jeunesse comme des jeunes qui sont citoyens à part entière. C'est pas parce qu'on a 18, 19, 20 ans qu'on est des demi-citoyens ou des citoyens en devenir. Et Mhm. ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui doit se voir dans l'ensemble des politiques. Et je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter. Voilà. En effet, en effet, en Très effet. bien. Je tiens juste à signaler que, sauf si je me trompe, le MCP et le vote blanc sont tous les deux signataires de du pacte de démocratie directe, je sais pas comment on peut dire ça, qui consiste, Démocratie ouverte. ouais, de démocratie ouverte, qui consiste à suggérer 20 mesures à appliquer d'urgence pour sauver la démocratie. Je crois que les deux sont signataires, si je me trompe pas. C'est bien ça? Nous, on l'est, le MCP, je sais pas. Je suis pas sûr, vu que ça n'inclut pas le RIC, là, dans les 6 mesures. Je suis pas sûr que D'accord, vous parce êtes que au première signataire. recherche, je croyais l'avoir vu, mais sauf si je me trompe, tu pourras me rectifier, Florence. Je ne suis pas au courant de ça. Je Et vais du coup, commencer. c'est plus 20 mesures, c'est 6 mesures D'accord, qui ont été sélectionnées suite à une consultation citoyenne parmi les 20 mesures que vous avez pu voir. Mais là, si d'accord, vous allez sur le site de Démocratie ouverte, c'est 6 grandes mesures. En fait, il y a d'accord. lutter contre l'abstention, qui est plus le sujet de ce dont on parle. Il y a Après, tout un volet sur l'abstention. c'est D'accord. sûr que si dans ces 6 mesures, il n'y a pas le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle au moins, le MCP considère que c'est du vent, en fait, hein. Ça ne sortira pas d'impuissance politique. Alors, je ne connais pas ce pacte, donc je ne sais pas si ça fait partie des 6 mesures, j'espère. Et malheureusement pas, on y a réfléchi, mais en fait, la plupart des gens qui ont participé à la convention citoyenne, enfin la consultation citoyenne, qui était ouverte à tous et toutes, trouvaient que le RIC n'était pas assez clair dans la manière dont il était proposé. Enfin, qu'en fait, c'était pas assez mûr et mature pour être. Parce qu'en fait, c'est D'accord. clairement un changement de. Mais on peut en parler après dans un second temps, mais c'est clairement un changement de. On On parlera passe après. d'un Pourtant, système représentatif à. Moi, je vous laisserai dire en que le RIC parler, est je vous assez laisserai clair en avec parler des pendant juristes le qui ont débat. écrit des textes de loi assez précis sur le processus, sur comment ça peut fonctionner. C'est des projets de loi qui sont en vigueur dans d'autres pays, donc on ne peut pas dire que c'est pas clair quand même. Je Je vous vous dire laisserai en ça. parler, voilà. Du débat, on va monter en puissance petit à petit et à la fin, mais voilà, pour l'instant, Ok. les Moi, débats je suis évoluent. totalement pour, à titre personnel. D'ailleurs, tout le monde à Démocratie ouverte était pour, mais en fait, c'était aussi des mesures qu'on pouvait mettre en place en urgence dans les 100 premiers jours d'un mandat présidentiel. Donc, c'est à soumettre à des candidats. Et c'était aussi une stratégie, évidemment, de qu'est-ce qui serait potentiellement acceptable pour des candidats à la présidentielle dans le système qu'est la Ve République. En l'état, en fait, on n'a pas voulu mettre le RIC, même s'il fait partie des 20 mesures plus globales qu'on a envie de proposer tout le long d'un quinquennat, D'accord. quel que C'était soit dans le une, ou la gagnante. oui. C'est dans une optique Ça, de. c'est compréhensible. Si c'est des mesures qui doivent être acceptées par des candidats à la présidentielle, c'est sûr que le RIC, ils aiment pas trop, hein. Non, bien Bah, ils sûr. l'ont tous dans leur programme, mais c'est pas très clair de ce qu'ils veulent. Mais... D'accord, très bien. Bah, écoutez, on va pouvoir commencer donc la première partie du débat qui va traiter de l'efficacité du vote actuel et des outils d'amélioration de ce processus électoral. Donc, on va pouvoir commencer avec la Comment ça première va se question. passer? Juste 2 secondes. Ouais, vas-y, On vas-y. va vous poser, ce sera des questions, et vous pourrez répondre à tour de rôle dans un premier temps, et après vous pourrez interagir. Mais on veut d'abord avoir votre avis à chacun, posément, une réponse d'1 ou 2 minutes, 3 peut-être, et, euh, et après ça vous pourrez mieux débattre entre vous. Voilà. Voilà. Donc je te laisse poser la C'est première tout. question. Donc, la première question, c'est une question assez large. C'est est-ce que le vote est-il toujours l'instrument de participation démocratique par excellence? Donc, est-ce que le vote, ça constitue vraiment
le passage obligé d'un citoyen qui se sent citoyen dans son pays. Voilà. Très bien. Et sinon, pourquoi? Voilà. Donc je laisse on va dire le MCP commencer. Allez, Très bien. Le vote, ça dépend le vote de quoi? Parce que si c'est élire un connard ou un politicien parmi un panel de connards et ou politiciens qu'on n'a pas vraiment choisi, qui sont juste là parce que c'est le système qu'ils a posé là, bah je vous laisse répondre. Si c'est voter pour une proposition de loi qui a été écrite par un autre panel de connards ou politiciens et qu'on donne le choix au peuple, voter oui, non pour la proposition de loi de truc bidule. Bon, ben, est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle le référendum, donc un référendum d'initiative présidentielle ou autre. Ben, je vous laisse répondre si oui ou non c'est pertinent. Après, est-ce que voter pour une proposition de loi, par exemple, qui a été signée par une pétition de 1 million de citoyens, est-ce que là, c'est pertinent de voter oui, non, pour, contre la proposition de loi qui a été écrite et votée par une pétition de 1 million de citoyens? Bah, voilà, à chacun de faire son classement. Voilà, qu'est-ce qui serait pertinent de voter ou pas? D'accord. Donc Je renvoie un petit peu la question, mais je pense avoir donné quelques pistes. pour toi, le vote n'est pas l'instrument de participation démocratique par excellence. C'est plutôt géré par une bande de connards, si j'ai bien compris, selon ton point de vue. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que le vote, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'on vote en fait. Et ça dépend du coup, ça dépend qu'est-ce qu'on vote. Donc ta Si- position n'est pas tant Donc démocratique il que ça, si j'ai faut bien choisir, nous, citoyens, qu'est-ce qu'on veut voter. compris. Très bien, D'accord, très bien. très bien, très bien. Mais est-ce que tu considères toujours, par exemple, que la démocratie, elle s'accomplit à travers le vote? Actuellement, dans notre système, le vote qu'on Ça utilise, dépend du vote d'accord. ça dépend de quoi. Bah, actuellement, le vote au niveau de processus présidentiel, législatif, tout ça, actuellement, tu ne vois pas ça comme un instrument démocratique, si j'ai bien compris. Bah, tout dépend du point de vue, hein. Après, le MCP considère que le minimum pour être en démocratie, c'est que les citoyens puissent écrire les règles du pouvoir, les règles du jeu politique, donc modifier la Constitution. Et comme aujourd'hui, les citoyens n'ont jamais eu l'occasion de modifier ou d'écrire la Constitution, hein, est-ce que c'est un outil démocratique choisi par le peuple, l'élection? Pas vraiment. Mais vous êtes plutôt pour un gouvernement représentatif qui est proche du peuple ou pour une démocratie directe, une vraie démocratie directe, le tirage au sort, etc. Le MCP défend le droit minimum dont doivent disposer les citoyens, qui est de modifier la Constitution, D'accord, très Très bien. bien. suite à un processus de référendum d'initiative citoyenne, Ok, au minimum. Très bien. Je laisse le vote blanc continuer. Si tu veux, je peux te reposer la question. Le vote est-il toujours l'instrument de participation démocratique par excellence? Bah, alors encore une fois, là, de toute façon, je n'ai qu'une casquette. En fait, c'est ma casquette de journaliste. Je suis ni juriste, ni constitutionnaliste, et encore moins politicien. Donc vraiment, c'est pas à moi tellement de vous dire si ça vaut toujours ou pas. De ce que je vois en ce moment et de ce que je peux avoir retenu de mes cours d'histoire et de un peu de l'histoire de la Ve République, c'est que ce système politique, il a 60 ans. Euh, c'est quelqu'un de démocratie ouverte qui dit ça très bien. Il est à l'âge de la retraite. La Ve République, elle devrait prendre sa retraite. Euh, Parce qu'en fait, bah, en fait, c'est juste que pourquoi pas un système de représentation? Moi, j'ai rien contre le système de représentation, sauf qu'en l'état, il a été pensé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où la plupart des gens soit n'avaient pas les compétences, les appétences ou les réflexions politiques. Et du coup, en fait, c'est quelque chose d'assez. En plus, la Ve République, elle est quand même très, très, comment dire, pyramidale, quoi. On a vraiment l'élection présidentielle qui vient ruisseler sur l'ensemble de notre système politique. Donc forcément, en fait, c'est pas le vote et la représentation en tant que telle qui est problématique, c'est plus la manière dont c'est fait. Et moi, là où je trouve intéressant la position du MCP, c'est de dire, mettons le référendum d'initiative citoyenne ou rajoutons le vote blanc dans notre cas, pour en fait potentiellement rester dans le même système, mais en fait donner des contre-pouvoirs populaires. C'est en fait juste dire, peut-être que le système de représentation fonctionne, peut-être qu'en fait le vrai problème c'est pas la Ve République, donnons-lui une chance de continuer à fonctionner avec le RIC, avec des outils
de contre-pouvoir ou de sanctions populaires. Donc, donnons le pouvoir aux gens de pouvoir faire passer des lois, réformer durant un quinquennat et pas seulement en votant pour des gens qui proposent des choses qu'ils ne mettent pas forcément en application en plus. Plus que des connards, moi je trouve que c'est plutôt des menteurs, quoi. Parce qu'en fait, quand on est élu avec un programme et qu'on l'applique pas, comme l'a fait Macron typiquement pendant 5 ans, peu importe que je sois macroniste ou pas, le fait est qu'il n'a pas appliqué le programme qu'il avait mis en avant. Bon, bah, on est censé pouvoir sanctionner de telles personnes durant un mandat. Ou en tout cas, à la fin, de pouvoir les sanctionner. Et donc voilà, moi, je n'interroge pas tellement la représentation. L'idée de faire passer le vote blanc, c'est de dire, ou le RIC, ou d'autres instruments, ou de mettre en place une assemblée tirée au sort ou quoi, c'est de dire, cherchons des contre-pouvoirs à la 5e. Et si on a tellement mis en place de contre-pouvoirs qu'elles ne fonctionnent plus et que ça paralyse nos institutions, bah, c'est qu'il faut peut-être en changer, en fait. Donc, voilà, c'est plus ça les interrogations que je soulèverais. Donc, en fait, c'est rajouter des instruments de démocratie directe et inclure plus les citoyens sans changer forcément de république ou de système de dirigeance et de choses comme ça. Oui. Mais c'est le plus réaliste en fait. C'est pas forcément le positionnement idéal, mais c'est le plus réaliste parce que vous renverserez pas la 5e en vous plaçant justement en révolutionnaire. C'est ça. En fait, ce qu'on propose, plus pour une adaptation dans une vision réaliste de la chose qui pourrait se faire dans les 100 premiers jours des élections, si j'ai bien compris. C'est ça, ou en tout cas donner des outils supplémentaires dans un système déjà existant. Les gens qui se présentent en ce moment, les politiciens et politiciennes, la classe politique qu'on a, se satisfait très bien de ce système. Donc nous, notre positionnement, c'est de dire, d'accord, on ne va pas changer votre système, on va juste lui rajouter des petits outils pour être sûr que vous faites votre travail correctement. Et si ça paralyse, parce que c'est l'argument, on va revenir là-dessus tout à l'heure en parlant du vote blanc, mais si ça paralyse les élections, qu'on recommence éternellement parce que le vote blanc gagne tout le temps, c'est qu'il y a un problème de représentants et de représentation. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il y a un problème dans la 5e République. Et là, on interroge plus largement avec le RIC constituant, avec une assemblée tirée au sort comme le proposent certains. Mais le vote blanc, en fait, pour résumer tout mon propos et passer à autre chose, je vais vous relaisser la parole, mais le vote blanc, c'est un premier pas dans la porte à des plus amples réformes. C'est la dernière roue de secours de la 5e République. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Oui. On lui laisse une chance, quoi. Ça marche. Je voulais interroger le Forum français, mais j'ai l'impression qu'elle a peut-être. Oui, il y a eu des problèmes de connexion, j'ai l'impression. Voilà, on va passer à la prochaine question et on lui posera la question par la suite. Je pense qu'on peut y aller. Alors. On vient de vous renvoyer une demande, je crois. Oui, je crois bien aussi. Attends, on va peut-être attendre qu'elle arrive alors au lieu de. Voilà. Alors, c'est bon. Pas la jeunesse. Tout bon. Désolée, me revoilà. Mais j'ai quand même pu écouter, c'était super intéressant d'avoir tous les arguments qui viennent d'être donnés. Par rapport à la question, moi franchement, j'espère que honnêtement, en fait la démocratie elle existe en dehors du vote aussi, parce que sinon ça veut dire que en fait entre chaque élection il n'y a pas de démocratie. Et c'est quand même assez dommage, surtout quand on voit toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour justement faire vivre la démocratie, que ce soit en participant à des pétitions, en manifestant, en participant à des consultations. Enfin, il existe quand même des choses qui se passent. Et aussi la démocratie, peut-être, rappelons-nous que c'est pas seulement les présidentielles et que c'est pas seulement le niveau national, qu'il se passe autre chose sur les territoires et que ça aussi c'est de la démocratie. Aller voter aux élections régionales, ça fait partie de la démocratie. Participer à du dialogue structuré, ça fait partie de la démocratie. Et c'est sûr que le système actuel, il n'est pas optimal. Je pense que quand on écoute beaucoup de jeunes entre 16 et 30 ans, en fait, ils nous disent, moi aujourd'hui, les candidats qui sont présents, je me reconnais pas dans leur programme, je me reconnais pas dans les partis, et donc du coup, j'ai du mal à les voter. Il faut l'entendre, mais il faut aussi, faut aussi voir le contexte politique et pas se dire la démocratie n'existe pas en France parce que les partis nous conviennent pas, quoi. Après, je partage assez le regard qui était porté sur effectivement la 5e République. C'est un modèle de démocratie, c'est pas le modèle peut-être optimal. Il est effectivement peut-être un petit peu obsolète maintenant et qu'il y a sûrement des ajustements à faire. Mais voilà. Mais en tout cas, je serais plus modérée et surtout, j'ai envie de dire, le vote est un moyen de s'exprimer en démocratie.
J'y suis ultra attachée personnellement. Enfin, je pense que c'est super important d'aller voter, que ce serait effectivement une excellente chose que de reconnaître le vote blanc, parce que quand on ne se reconnaît pas dans les candidats, et ben, en fait, on peut pas donner un avis autre. Mhm. Et par contre, bien rappeler que en fait, la démocratie, c'est pas seulement le vote, il existe en dehors des élections des moyens de s'exprimer, en fait. D'accord, très bien. C'est intéressant parce que dans un des livres qu'on vous a envoyé et qu'on a parlé à nos intervenants et nos auditeurs avant, dans un des livres, je disais que la République a utilisé le vote déjà pour inclure de plus en plus de citoyens et pour gagner en légitimité, mais c'était aussi pour que le vote devienne le moyen d'expression populaire par excellence. C'est-à-dire que il y avait d'autres moyens pour le peuple de s'exprimer avant, par exemple la manifestation, la grève, la révolution, et tous les autres moyens qu'a le peuple pour s'exprimer. Et la République a utilisé le vote pour se légitimer, mais aussi pour que les autres moyens d'expression populaires disparaissent. Soit réduit à des mesures exceptionnelles, quoi. Voilà, c'est ça. En cas de vrais désaccords profonds. Exactement. D'accord. Et oui, et c'est vrai qu'au final, le vote dans la question, au final, c'est ça ce qu'on voulait aussi entendre, c'est que le vote est-il toujours l'instrument de participation démocratique par excellence? Au final, il y en a d'autres. Il y a la pétition. Et ce qu'on remarque, c'est que la jeunesse est de moins en moins impliquée dans le vote. Elle s'implique de plus en plus dans des pétitions, Voilà. dans les manifestations, par exemple pour les mouvements écologistes ou pour la journée de la femme qui s'est passée il y a quelques semaines. Exactement. Et qu'il y a de plus en plus un retour dans les nouvelles générations à des moyens d'expression politiques, voilà, qui quittent le vote, qui quittent le système de représentation pour un investissement concret et direct des citoyens. Et ça nous mène à la prochaine question. Si vous trois ici présents souhaitez que les citoyens s'investissent plus dans la démocratie, que leur décision ait plus d'impact, que leur choix, que leur sensibilité ait plus d'impact, la question première à se poser par rapport à ça, c'est la question de la qualification des citoyens. Est-ce que tous les citoyens sont qualifiés pour donner leur avis, que ça soit au niveau de leurs connaissances, que ça soit intellectuellement, que ça soit au niveau de l'âge aussi. Chaque situation est particulière et les citoyens devraient-ils tous participer plus à la démocratie, ou doit-on faire une sélection en amont pour que les idées les plus farfelues soient évitées? Donc je laisse FFJ, on laisse commencer FFJ, très bien. Allez, on laisse commencer le FFJ sur cette question hyper particulière. Non, franchement, non, ne créons pas des systèmes où on sélectionne ceux qui ont le droit de voter. Je crois que ce serait vraiment la pire solution du monde. Je me suis peut-être mal exprimé, c'est pas de voter, c'est de, par exemple, que pas forcément le vote, que tout le monde vote, c'est moi aussi ça me semble mal, et que chaque citoyen puisse avoir un choix décisionnel dans la démocratie, et que il y ait plus, en fait, qu'il y ait plus ce tampon qu'il y ait entre le peuple et la démocratie, qui est le système de représentation, qu'il y ait plus de personnes spécialisées dans la politique, dans le droit, dans l'administratif, et que les citoyens soient directement plus impliqués dans la démocratie. Est-ce que ça poserait peut-être pas des problèmes sur des niveaux de connaissances ou sur des visions à long terme de certaines choses que seules des personnes qui ont fait de longues études dans des domaines très précis peuvent avoir un avis dessus, quoi. La technocratie, quoi. Ouais, en fait, en gros, on supprime tout le système administratif et de représentation de techniciens dans les cabinets ou des choses comme ça, et c'est le citoyen directement qui va. Ce serait un peu ça, ouais. Alors moi, pour le coup, en plus, en plus d'être investi au FFJ, il se trouve que je suis fonctionnaire, donc c'est une question qui est hyper intéressante. Je pense que ce serait pas forcément une bonne chose que de se séparer de tous les techniciens. Je trouve que c'est quand même quelque chose de positif. Après, il faut pas enlever pour autant la capacité à prendre des décisions par les citoyens. Et en fait, moi, ce que m'évoquait ta question principalement, c'était la question de l'éducation, en fait. Et comment l'école devient, c'est censé être le cas aujourd'hui, je pense qu'on a quand même une marge de progression, comment l'école permet justement aux citoyens de se former et de devenir un citoyen qui est pleinement conscient des enjeux et qui vote
en connaissance de cause, en ayant les compétences suffisantes pour se juger légitime en fait à voter. Il y a l'enseignement à l'école et puis il y a aussi toute l'intervention du milieu de l'éducation populaire en lien avec l'école. Donc ça, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. En revanche, bon, il y a clairement des choses qui nécessitent d'être mieux faites. Enfin, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, quand on sort du lycée, on se dise waouh, mon éducation morale et civique, elle est parfaite. Je me sens super apte à aller voter. Go. Euh, je pense qu'il y a aussi un rôle des médias qui est super important dans la démocratie et qui participe notamment à mieux renseigner le citoyen, à lui donner des clés de compréhension, des clés de lecture de la situation pour justement être un citoyen en capacité d'être éclairé. Et puis, euh, et puis enfin, je pense qu'il y a quand même quelque chose à se dire ensemble, c'est qu'il n'y a pas des citoyens qui sont moins aptes à voter que d'autres. Je pense qu'il y a aussi, notamment chez les jeunes, une certaine crise de légitimité. Enfin, en fait, chez les jeunes, il y en a plus de 50% qui pensent que leur avis compte pas. Et je pense qu'il y en a franchement une grande partie qui pense que son avis compte pas parce qu'en fait, il n'en sait rien ou il y a un peu un phénomène d'autocensure. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait voter, en fait. Oui. Que son avis compte pas ou que son avis n'est pas intéressant, n'est pas Ben, je pense que dans cette partie alors les 50%, c'est pensent que son avis ne compte pas. Et je d'accord. pense qu'il y en a une partie qui est notamment dans un système où ils pensent que son avis est pas intéressant, pas écouté, quoi. Alors, j'ai pas Ok. la proportion, c'est vraiment une hypothèse. Mais enfin, en tout cas, voilà, sur la question, je pense que c'était vraiment super important de rappeler le rôle de l'école, de Oui. rappeler le rôle de l'éducation populaire et de rappeler le rôle des médias. Parce que c'est vraiment des choses super importantes dans une démocratie pour que ça fonctionne. Et que sans ça, en fait, on peut même pas parler de démocratie. Très bien, merci beaucoup. Le vote blanc, je te laisse continuer. Elliot. Bah Elliot. parfait, oui, il a un nom. Euh, il est vivant. Bah c'est trop. Enfin, je trouve ça hyper cool ce que tu viens de dire, parce qu'en plus ça reprend trois grandes mesures enfin, on a déjà parlé beaucoup du vote et comment de lutter contre l'abstention, donc développer de nouvelles modalités de scrutin. Et là, tu viens de rajouter l'éducation à la fois nationale au sens, voilà, l'éducation de l'école et l'éducation populaire qui font aussi partie du pacte de démocratie ouverte. Euh, la question, en fait, votre question, elle est un peu. C'est ça que je voulais dire, en fait, que la Cinquième République, elle a 60 ans. En fait, elle a 60 ans et nous, on a beaucoup évolué depuis qu'elle a été mise en place. Et en fait, j'ai plus les chiffres, je suis pas statisticien en plus, mais les gens, il y avait beaucoup moins de gens qui avaient le bac, rien que ça, par exemple, en 1945 qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le même accès à l'information, il n'y avait pas le même accès euh, à l'école et surtout à la mobilité socio-économique qu'on connaît aujourd'hui. Donc clairement, en fait, est-ce que tout le monde a sa place pour participer à la politique? Évidemment, et encore plus qu'au moment où on a créé la cinquième, donc ce qui demande encore plus à ce qu'on la questionne. Mais au-delà du vote aussi. Donc là-dessus, c'est une évidence. Enfin, quand on voit tout ce qui se passe en ce moment et justement la jeunesse, les jeunesses, parce qu'en fait la jeunesse ça veut rien dire, mais les jeunesses le montrent bien en ce moment, quoi, entre les luttes écologiques, antiracistes, euh, je sais pas, des Greta Thunberg qui sont même pas majeures et qui sont en train de lutter comme jamais pour l'écologie, par exemple. Je trouve que c'est des figures incroyables, qu'on adhère ou pas, encore une fois, mais voilà, en tout cas, il y a une envie de participer aux politiques, mais on peut aussi parler des Gilets jaunes, quoi. En fait, le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi quelque chose qui n'aurait pas été possible dans un autre cadre et avec. Enfin, il y a un engouement pour la politique, en tout cas, qui mérite que tout le monde y ait sa place. Après, quels outils on donne aux gens pour qu'ils fassent ça? Le vote, c'est ponctuel. On vote et puis ensuite, on a aussi la classe politique qu'on mérite. Donc, en fait, est-ce qu'on participe à tout ça? Est-ce qu'on dit que c'est suffisant ou est-ce qu'on envisage d'utiliser d'autres outils et de renouveler les institutions? Donc moi, je boucle plus là-dessus pour, sur D'accord. évidemment, éduquer les gens, c'est bien, mais en fait, les gens, ils sont déjà éduqués à la chose publique, ils savent déjà. Et ce qui est montré dans beaucoup d'articles en ce moment et d'études, c'est que en fait, les gens,
Et là, je pense que je vais passer la parole au MCP ensuite, parce que c'est tout l'intérêt du RIC. J'ai interviewé Clara Egger, qui était candidate à la présidentielle, jusqu'à ce qu'elle n'ait pas ses parrainages, malheureusement, mais qui défend le RIC constituant et qui m'expliquait, par exemple, que, en fait, en Suisse, ça marche hyper bien avec le RIC parce que les gens peuvent s'engager sur des causes très précises. Si vous voulez lutter pour le féminisme ou contre l'avortement, enfin voilà, on peut aller complètement à l'inverse. Je pense à ça parce qu'en Suisse, justement, il y a eu un RIC autour de l'avortement, enfin du délai pour pratiquer un avortement. Donc en fait, si vous êtes pour des luttes féministes contre l'avortement, que vous voulez lutter contre contre le racisme ou au contraire débarrasser la France de ses immigrés, enfin vous pouvez lutter très spécifiquement avec des outils comme le RIC, quelles que soient vos idées. C'est ça que je veux dire, en fait. Mes exemples étaient très bizarres, mais Oui. voilà. L'idée, c'est de dire, quelles que soient vos idées, le RIC, ça vous permet de défendre des causes. Et si vous êtes assez nombreux, de les mettre sous le nez de vos représentants politiques. Par exemple, Oui. c'est un très bon outil. Et à l'inverse, le vote blanc, enfin à l'inverse, en complément, le vote blanc, par exemple, c'est de dire, cette classe politique, ce buffet de représentants ne me plaît pas, j'aimerais bien quelque chose qui est hors dehors du menu, sauf que vous ne me le proposez pas parce que vous venez tous des mêmes écoles, vous êtes tous cinquantenaires, blancs, parisiens, énarques, j'en ai marre de hommes, j'en ai marre de voir vos têtes à vous, j'aimerais bien autre chose, bah, le vote blanc, ça pourrait forcer à proposer d'autres choses. Et votre Voilà, proposition, ce serait qu'à partir de 50% de vote blanc, les élections seraient annulées et reportées, en fait, Exactement. renouvelées, C'est si ça. j'ai bien compris. bah oui, ça veut dire que c'est le vote blanc qui gagne l'élection, donc Voilà. tu recommences. Quoi. Ce que tu Mais viens bon, de dire, ça fera l'objet, excuse-moi, ça fera l'objet d'une question qui viendra après, c'est-à-dire est-ce que les appareils de parti sont bénéfiques pour la démocratie et est-ce que finalement la représentativité pardon plus large de l'électorat serait mieux. Je me justifie un peu plus clairement. En fait, je veux dire, est-ce que par exemple les alliances entre les partis sont bénéfiques pour la démocratie? Est-ce que finalement il faudrait pas disons, avoir beaucoup plus de candidats, avoir une abstention qui serait moins importante forcément parce qu'on trouverait un candidat qui serait plus adapté à ce qu'on veut adapter en tant que programme politique. Et finalement, est-ce que l'idée, ce serait pas plutôt d'avoir 10 candidats différents qui aient chacun à peu près le même pourcentage de vote et que finalement on ait une vraie représentativité pardon, de la population avec des candidats qui leur correspondent à chacun au lieu d'avoir maintenant, enfin je sais pas si on peut le dire mais en tout cas avoir un Emmanuel Macron qui va être le candidat pour qui on va voter parce que c'est le candidat de la raison, en tout cas le candidat qui peut sembler être le meilleur président. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. En tout cas, Pas trop, mais enfin, tu m'ouvres à une autre question en fait sur est-ce que du coup, parce que ce que tu dis là, ça me fait penser à jugement majoritaire. Donc on peut en parler après aussi, mais enfin, c'est plus en fait s'il y avait une multitude de candidats et qui nous représentent mieux et qui nous correspondent mieux, malgré des légères divergences de programmes, pardon, il faudrait passer au jugement majoritaire pour justement dire, bah, en fait, ces trois programmes me vont, ceux-là pas du tout, celui-là moyennement, et en fait, on pourrait voter pour un panel de choses. Ça, par exemple, c'est un outil aussi qui est défendu par pas mal de monde, qui est de passer, on l'a vu avec la primaire populaire, avec tous les aléas de ce processus, mais en tout cas, ils ont essayé d'utiliser cet outil qui nous a permis, moi j'ai participé, j'ai trouvé ça intéressant, bah, en fait j'ai jaugé une dizaine de candidats, ce qu'on n'a jamais l'occasion de faire en fait. On est toujours censé choisir un préféré, alors que clairement entre, je sais pas, Jadot et Hidalgo, les programmes sont quand même, enfin il y a les personnalités et tout, mais les programmes sont pas très très différents quoi. Donc C'était intéressant la primaire populaire parce il y avait quand même c'est quand même un risque parce qu'au final, si j'ai bien compris, tout le monde pouvait voter à cette primaire populaire. On n'était pas obligé d'être dans un parti. Et c'était une primaire populaire qui était organisée autour des candidats de gauche. Et même les candidats de droite pouvaient voter à cette primaire et auraient pu choisir un candidat de gauche qui leur convenait mieux, eux-mêmes étant de droite. Donc je trouve que c'est quand même c'est un sacré risque pris parce que des ennemis politiques pouvaient participer à cette primaire et s'arranger pour s'ils sont par exemple plus libéraux, de mettre Yannick Jadot en avant. S'ils sont plus autre chose, de mettre, voilà, que tout le monde puisse participer. J'ai trouvé ça intéressant et un sacré risque quand même. bah après, c'est un autre sujet, on n'est pas obligé de s'étaler là-dessus, mais ça existait déjà avant. Même la primaire des Républicains, encore cette année, il y a de plus en plus d'articles qui laissent sous-entendre quand même que
Ça n'aurait pas été Valérie Pécresse qui l'aurait gagné si d'autres mouvances politiques ne s'étaient pas Ouais, après, la immergées. différence, c'est que, bon, là, c'était clairement apparemment des problèmes de trucage, mais en général, les primaires qui étaient réalisées par les partis, tu avais besoin d'être adhérent du parti pour pouvoir voter. Donc, ne serait-ce que payer une cotisation au parti. Ce qui est symboliquement plus contraignant quand même que la primaire populaire qui était effectivement beaucoup plus ouverte dans la participation, quoi. Moi, ce que je trouve assez juste. Ouais, bah non, mais clairement, enfin, pourquoi pas? c'est sûr. Je laisse le MCP s'exprimer sur la question de la légitimité des citoyens à s'investir plus dans la politique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? La légitimité des citoyens à s'investir en politique, tu veux dire leurs compétences? C'est ça, exactement. Leurs compétences à prendre les bonnes décisions? Exactement. Déjà, la légitimité, elle est évidente puisque la politique, c'est comment est-ce qu'on s'organise en commun. Donc, si les premiers concernés n'ont pas leur mot à dire sur la manière dont ils ont le droit ou pas de s'organiser, ce qu'ils ont le droit ou pas de faire, ça ne peut pas être accepté. On ne peut pas imposer une décision d'en haut constamment sans donner un pouvoir de décision aux premiers concernés. On a pu l'observer avec les derniers événements. Ensuite, la question de la compétence des citoyens pour prendre les bonnes décisions, c'est la bonne question, j'ai envie de dire, puisque dans notre système médiatique, politique, il y a une espèce de caste qui s'évertue à faire penser que les citoyens sont trop cons pour prendre de bonnes décisions. Donc, la question de leurs compétences pour prendre la bonne décision, effectivement, elle se pose. Ça se trouve, en fait, les citoyens ne sont que bons à élire un maître et rien d'autre. Mais ce qui est intéressant, ce qui se passe en Suisse notamment, avec leur système de RIC constituant et de référendum facultatif. Moi, je travaille pas mal avec Clara Egger et Pierre-Alain Bruchez, qui ont étudié et écrit pas mal de choses sur le fonctionnement du RIC en Suisse. Et ce qui est intéressant en Suisse, c'est qu'on observe que les citoyens, ils votent régulièrement, mais ils votent pas tout le temps. En fait, ils vont voter quand ils se sentent concernés. Et quand ils se sentent concernés, ils s'informent. Et quand ils s'informent, évidemment, ils prennent des décisions éclairées avec leur information. Mais ceux qui ne se sentent pas concernés et qui ne s'informent pas, en fait, ils prennent pas la peine d'aller voter. Donc, ce qui est bien dans les systèmes de prise de décision directe, souvent, c'est que si c'est bien organisé, seuls les gens concernés et informés vont aller prendre la peine de voter. Et d'où l'importance de définir un processus de prise de décision démocratique avec exactitude et pas juste mettre dans le programme on va instaurer le RIC, oui, non mais alors d'accord, mais quel RIC il va fonctionner comment? Parce que si c'est pour avoir le référendum d'initiative partagée comme on a aujourd'hui qui sert à rien, non merci. Un processus de prise de décision où les citoyens peuvent prendre les bonnes décisions, ça se travaille, ça s'écrit, ça se conçoit. Il y a des fonctionnements de prise de décision directe qui peuvent ne pas fonctionner et qui pourraient effectivement peut-être mener à de mauvaises décisions. Mais logiquement, un référendum d'initiative citoyenne qui permet aux citoyens de prendre les bonnes décisions met en place certains filtres, certaines mesures pour éviter les décisions dramatiques. Le premier, c'est le système de pétition. Déjà donc la proposition qui va être posée à référendum, faut qu'elle soit signée par au moins, on va dire, 1 million de citoyens. Bon voilà, pour qu'1 million de citoyens votent pour une décision à la con, c'est compliqué. Ensuite, une fois que la pétition atteint par exemple 1 million de signatures, elle peut être, donc elle est soumise à référendum. Mais avant le référendum, il y a une phase médiatique où normalement il y a une diffusion plurielle d'informations sur les pour, les contre de la décision. Donc là, ça évite encore une fois que les citoyens prennent une mauvaise décision. Il y a quand même des lois justement aussi qui réglementent les médias, parce que si les médias peuvent faire leur propagande habituelle, c'est pas cool. Mais si dans la loi qui détermine le fonctionnement de RIC, il y a des lois qui réglementent les médias, par exemple, que les médias, ils doivent donner un temps impartial de parole aux pros et aux anti, décision
sur le sujet de référendum en cours, les citoyens peuvent déjà prendre une décision éclairée avec les médias qui donnent un temps de parole égal, équitable. Et après, quand le référendum a lieu, c'est les gens qui se sentent concernés par la décision et qui ont travaillé la question qui vont prendre le temps de se déplacer pour aller voter. C'est pas n'importe qui. Donc voilà les principaux outils qui permettent de faire en sorte que, en fait, oui, le peuple peut prendre une bonne décision. J'ai juste me permettre de poser une question du coup, parce que je trouve ça assez intéressant. Par exemple, au moment du Brexit, donc Brexit, c'était quand même une décision qui concernait a priori tout le monde. Il n'y a pas eu une participation de 100% de la population, donc on peut considérer que ceux qui sont allés voter, c'est ceux qui se sentaient concernés. Et au lendemain du Brexit, la recherche Google qui était la plus faite, c'était qu'est-ce que l'Union européenne en Angleterre. Donc, en fait, ça montre quand même que le volet médiatique était pas suffisant pour informer la population, puisqu'au lendemain du vote, la question qu'on se pose le plus, c'est en fait de quoi on part, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Et je voulais juste me permettre de rajouter un tout petit truc, parce qu'on n'en a pas parlé, et pourtant c'est un modèle qui est super intéressant en termes de formation, information, prise de décision. C'est la Convention citoyenne pour le climat, où en fait, avant de se réunir pour justement débattre et voter, il y a eu toute une session de formation aux enjeux écologiques qui est quand même une question extrêmement technique sur les transports, sur l'énergie. Enfin, il faut quand même être un petit peu renseigné pour pouvoir en débattre. Et c'est un modèle qui a super bien fonctionné. On voit des gens qui n'étaient pas formés spécifiquement sur ces questions-là, qui ont pu émettre un avis qui était super intéressant, enrichi de connaissances. Et je me dis, du coup, c'est un modèle qui mériterait peut-être d'être davantage développé. En fait, j'en suis même convaincue, mais du coup, je voulais le remettre au centre de la table, quoi. D'accord, très bien. Qui est une des mesures du pacte démocratique instaurer des non mais en plus c'est hyper intéressant l'histoire des conventions citoyennes parce que justement c'est un peu une première étape vers le RIC aussi, mais vers un RIC plutôt délibératif. C'est en fait justement des citoyens mettent en œuvre un référendum d'initiative donc citoyenne qui va ensuite être délibéré avec des experts parce que mine de rien les thématiques nécessitent expertise quel que soit le sujet d'un référendum, il y a des gens qui travaillent dessus et ça l'expertise on peut pas la remettre en question quoi. Et du coup le RIC délibératif, moi je trouve ça aussi une bonne première étape vers plus de démocratie. C'est ok, un RIC on l'accepte, on entend votre demande de référendum, avant de poser la question on va faire des débats avec des citoyens tirés au sort, on va leur demander de réfléchir là-dessus avec des experts, avec des spécialistes, de prendre du temps et de leur donner du temps moyennant contrepartie financière pour qu'ils ne perdent pas d'argent. Et ils vont prendre du temps pour réfléchir à toutes ces questions. Ce qui va être médiatisé, encore une fois, ça implique les médias. Et ensuite, on va poser pour que tout le monde puisse suivre cette délibération. Et à la fin, la question va être posée, en effet, à Français et Françaises. Et c'est peut-être un entre-deux intéressant, quoi, les conventions citoyennes, parce que pour moi, j'ai du mal, mais encore une fois, je ne suis pas juriste, à voir la différence entre une convention citoyenne et un RIC délibératif. Mais peut-être qu'on peut m'éclairer là-dessus, mais pour moi, c'est la même chose, quoi. C'est une envie des citoyens et des citoyennes de parler d'une thématique, des experts et un État qui va mettre en place un espace de discussion et qui va ensuite soumettre aux citoyens un référendum éclairé, entre guillemets. D'accord. Est-ce que, par exemple, tu considères que ce qu'a pu faire Emmanuel Macron avec le grand débat, par exemple, c'est un simulacre de pseudo-démocratie directe, par exemple, parce qu'il a voulu peut-être introduire cette idée un peu aussi peut-être dans le débat national, de se dire bon, je vais faire un grand débat avec des assemblées de citoyens puis après de maires, en disant on va pouvoir les intégrer dans une politique plus générale. Bon, ça s'est arrêté malheureusement, mais est-ce que cette idée de vouloir intégrer les citoyens, bien que ce soit avec le président de la République, c'était quand même un pas en avant vers le RIC ou vers une volonté de créer le dialogue et d'investir plus les citoyens en entendant tout simplement leurs propositions directement, quoi. Bah, oui, je vois le commentaire de Ramzi qui veut qu'on lise les commentaires depuis tout à l'heure. Ramzi a raison, c'était un grand fiasco. Enfin, et d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat, c'est à Démocratie ouverte, ils ont beaucoup participé à ça, ils ont instigé même cette chose,
entre autres. Et ils disent, en fait, sur le processus, c'était génial, on est trop content de comment ça s'est passé. Justement, les citoyens et les citoyennes ont vraiment pris à cœur leur engagement. Et c'est des gens, vous pouvez suivre si vous n'avez pas suivi, c'est des gens qui sont encore engagés pour le climat et l'environnement, qui continuent à s'engager sur ces questions-là. Mais par contre, en termes de résultats, c'est un énorme fiasco, quoi. Aucune mesure n'a été reprise par le gouvernement en place. Et bon, on peut mettre ça sur le dos du Covid et de plein de choses, mais la réalité, c'est qu'il n'avait pas du tout envie de mettre en place le résultat, quoi. Faut retenir la méthode et pas le résultat, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. Mais ce grand débat, là, ça fait partie de la nouvelle définition qu'essaient de donner les politiciens à la politique aujourd'hui. J'ai l'impression, je sais pas vous, que la politique aujourd'hui, c'est l'art de désintéresser les citoyens de ce qui les regarde. Et pour les désintéresser, on leur fait faire plein de choses qui servent à rien. Donc, on les fait débattre pour qu'au final, ça serve à rien. On organise une convention citoyenne pour le climat pour qu'au final, ça serve à rien. On les fait marcher dans la rue dans des manifestations pour qu'au final, ça serve à rien. On les fait s'organiser en syndicats, des syndicats qui aujourd'hui ne servent plus à rien. On les fait élire des gens tous les 5 ans pour qu'au final, en fait, on se sent trahi. Enfin, en fait, toute la politique aujourd'hui tourne autour d'outils qui servent à rien et qui juste nous font nous sentir impuissants. D'où l'importance de vraiment gagner le pouvoir de réécrire les règles du jeu politique, parce que si on continue de laisser les élus écrire les règles du jeu politique, si on continue de laisser les élus dire voilà ce que vous avez le droit de faire, c'est un référendum d'initiative partagée où vous avez la possibilité d'obtenir je sais pas combien de signatures pour que nous puissions lire votre proposition à l'Assemblée et s'asseoir dessus ensuite si on veut, ou non, je vais m'arrêter là. Voilà. Encore faudrait-il qu'on puisse avoir des élus qui puissent porter ce genre d'engagement. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait quand même passer par un processus électoral, sauf si on veut faire une révolution, pour pouvoir avoir ce genre d'idées qui viennent dans le débat politique, tu vois. Et au final, c'est même ce qui se passerait, parce que au final, t'as quand même c'est la longue tirade que tu as faite sur qui ne sert à rien, qui ne sert à rien. C'est vrai que de plus en plus, on a l'impression, et ça c'est chez tout le monde, que ce qu'on fait ne sert à rien. Et donc au final, on s'est investi dans quelque chose, ça n'a pas de résultat et on se sent démotivé pour cette chose-là. Donc le vote, l'abstention augmente, le vote blanc augmente. Et ça, au final, ça peut mener qu'à deux choses. Soit ça mène à ce que tout le monde se désintéresse de la politique, se referme sur lui-même et qu'à un moment ça explose parce qu'il faut bien s'exprimer à un moment. Soit ça mène à ce que les citoyens se taisent complètement, qu'une petite partie de la population engagée vote et que le résultat, les citoyens soient complètement passifs. Bien sûr, mais dans tous les cas, c'est dangereux pour la démocratie. Mais c'est-à-dire que dans ce genre de situation, il faut que le peuple puisse prendre le pouvoir et puisse dire nous on veut ça. Et donc actuellement, dans le système politique actuel, comment ça marche? Par la représentation, par l'élection et finalement par le vote. Donc en fait, finalement, ces différentes propositions qu'on puisse adapter de manière ou d'une autre, elles vont forcément arriver d'une certaine manière. Et actuellement, le moyen qui nous est présenté, c'est quoi? C'est le vote. Donc actuellement, le vote, il est utile. Et quand il est utile, évidemment. Donc en fait, c'est pour ça qu'on posait cette question au début et qu'on commençait par ça en demandant est-ce que c'est l'instrument de participation par excellence? C'est parce que actuellement, je pense qu'on peut considérer que tout découle du vote en matière politique, quoi. En France. Mais en fait, ce qui est super intéressant quand même, c'est que le vote en lui-même, ça veut rien dire en fait. La manière dont on vote, déjà, il en existe plein et des très innovantes qui sont testées. On a parlé du jugement majoritaire avec la primaire populaire. Donc en fait, c'est ça aussi. Ça veut dire quoi le vote? Ça veut dire plein de choses. Donc le vote, oui, c'est un moyen de démocratie qui est super intéressant, mais ça ne veut pas dire que le vote qu'on fait actuellement, ce soit le seul modèle existant. Oui, puis il y a d'autres ensuite modalités aussi de mandat, par exemple, de mandature. Là, il y a les législatives qui arrivent et moi, par exemple, j'ai interviewé une potentielle députée en région parisienne qui s'appelle Kitry de Villepin et qui propose en fait de constituer une assemblée citoyenne dans sa circonscription pour que une fois par semaine, en fait, je sais plus, une cinquantaine de citoyens de sa circonscription viennent discuter avec elle et décider des enjeux de la semaine de son mandat de député. Et en fait, d'avoir une petite assemblée comme ça, de gens de sa circonscription qui vont venir en fait faire des propositions, juger ce qu'elle fait, discuter avec elle de ce qu'elle fait. Et ça, c'est aussi assortir son mandat d'une
de plus de démocratie, en fait. Mais tu vois, pour Elliott, encore faudrait-il que les citoyens viennent voter pour leurs députés. Actuellement, je crois que la participation pour les dernières législatives, je crois que c'était 40 ou 50%, quelque chose comme ça. Donc déjà, faudrait-il qu'ils représentent quelque chose et puis en plus que le vote signifie quelque chose, ne serait-ce que pour les législatives. Tu vois, je ne regarde pas forcément que les présidentielles quand je te parle du vote. Hein. Après, ça sert à rien. Franchement, je pense qu'il faut quand même relativiser un peu la chose. Enfin, je veux dire, alors, en dehors du vote, hein, si on n'avait vraiment aucun poids et que tout ce qu'on faisait ne servait à rien, je pense qu'on serait même pas engagé dans nos organisations. Enfin, je pense qu'on croit quand même en notre capacité à changer les choses. On accepte le fait que ce soit difficile, que ce soit laborieux et que ça prenne du temps. Mais enfin, on parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Enfin, on peut pas dire que les gilets jaunes ça n'a servi à rien. Enfin, certes, ça n'a pas eu tout l'impact que ça aurait pu avoir. Mais ça a quand même amorcé quelque chose. En tout cas, ça a montré qu'on pouvait faire réagir parfois. Voilà. En tout cas, je serais beaucoup moins un peu négatif sur le côté ça sert à rien. Enfin, j'espère quand même que ce qu'on fait sert à quelque chose. Puis il y a des échelles aussi. Il y a des logiques d'échelle, quoi. C'est nous ce qu'on fait justement dans nos associations, au local. Quand on voit que des assemblées citoyennes comme ça, par exemple, sont en train d'émerger à Poitiers, par exemple, ou qu'il y a telle ou telle mairie qui est en train justement de faire pareil, d'inclure des citoyens non élus dans leur mandat, on se dit quand même qu'il se passe quelque chose en ce moment. Et à l'inverse, enfin, un petit retour historique, en 2017, moi je suivais déjà beaucoup ces questions, même si j'étais pas engagé comme je le suis aujourd'hui, et tout le monde parlait que du vote blanc. 2017, c'est vraiment l'année où il y a le parti du vote blanc qui propose plein de choses, tout le monde en parle, il y a plein d'articles, le vote blanc, ça y est, on va le reconnaître. Parce qu'en 2014, c'était ridicule la manière dont ça a été reconnu. Enfin, en fait, on les a juste dissociés des votes nuls, donc ça servait plus à rien. Mais voilà, on parlait que du vote blanc. Et là, cette année, quand même, enfin, depuis un an, 2021, 2022, malgré le Covid, je trouve quand même, il y a le jugement majoritaire. On entend plus parler du tirage au sort, des conventions citoyennes, du RIC. Mine de rien, le RIC, c'est une des grosses, justement, on parle des gilets jaunes. La plupart des gens savent ce que c'est le RIC maintenant grâce aux gilets jaunes. Enfin, grâce à la mode. Ouais. Et ça, c'est hyper bien, quoi, que ça participe en fait au débat public. Et si ça participe au débat public, ça participe à conscientiser les gens et donc à les faire réagir. Et il se passe quand même quelque chose. Alors, est-ce que ça va durer ou pas? Mais en tout cas, ça a évolué par rapport à il y a 5 ans, quoi, il y a la dernière présidentielle. Mais c'est vrai qu'il y a une demande criante de citoyens, et quelles que soient leurs opinions politiques, de s'investir plus en politique et une défiance de plus en plus grande dans les représentants de la démocratie. Et ça, c'est visible. Ça, c'est visible de partout, dans tous les mouvements, dans toutes les idées. Je pense qu'on peut passer à la question suivante, évidemment. Je te laisse. Alors, on voulait vous demander aussi, est-ce que vous pensez que la majorité est importante pour pouvoir voter? Donc, est-ce qu'on peut considérer que le vote à 16 ans est envisageable en France pour toutes les élections, quelles qu'elles soient? Voilà. Je laisse le forum de la commenter. Les collègues concernés. Allez. Ouais, non, mais enfin oui, un grand oui. Enfin, nous, on défend depuis longtemps le droit de vote à 16 ans. Il y a beaucoup de nos organisations qui le défendent aussi dans leurs organisations. On a montré que plus on votait et plus on votait potentiellement jeune, plus on était en capacité. Enfin, on était attaché aussi à ce vote. On comprenait pourquoi on votait. On avait envie d'aller voter. Et puis, franchement, à 16 ans, je crois qu'on est quand même en capacité de porter un avis et à partir du moment où on a un avis et qu'il est construit et qu'on a la capacité de s'informer, je pense qu'on peut aller voter sans difficulté. Voilà, ce sera très bref parce que je dois vous laisser. Mais j'étais super contente d'être avec vous pour ce moment. Mais merci et bon courage et bonne poursuite de discussion. Merci beaucoup. C'était intéressant. Bonne soirée. Bonne soirée, salut. Salut. Ciao. On laisse monter. Il y a Ramzi. Je vous laisse répondre à la question. On va faire monter quelqu'un d'autre pendant ce temps, mais n'hésitez pas à répondre à la question. Honneur aux femmes, encore une fois. Allez, Florence, vas-y. Ça me fait penser à une anecdote. Je connais un vieux monsieur qui milite pour le RIC depuis longtemps, qui s'appelle Yvan Bachot. Et lui, il milite aussi pour que les vieux n'aient pas le droit de voter. Parce que il se dit que, au bout d'un certain âge, en fait, je n'y vois pas pourquoi ce seraient les vieilles générations qui décideraient pour les nouvelles. Donc ça, c'était juste pour l'anecdote. Du coup, c'est un peu la même question pour est-ce qu'on permet aux gens de 16 ans de voter plutôt que 18 ans?
c'est une question qui est peut-être un peu assez similaire. Mais en tout cas, le MCP, il n'a pas spécialement d'avis là-dessus, hein. Le MCP, justement, il essaie de faire en sorte que les citoyens, si ils pensent un jour que ce serait super important que les gens puissent voter à partir de 16 ans, ben, que les citoyens puissent déclencher un référendum d'initiative citoyenne et écrire dans la Constitution que, proposer que dans la Constitution, eh bien, on écrive que les citoyens peuvent voter à partir de 16 ans. Et si ça paraît important, pertinent pour la majeure partie de notre population, eh bien, ok, oui, pourquoi pas. Voilà la position du MCP. Très bien, super. Elliot? J'allais laisser la parole à Ramzy, parce que je pense qu'on va pas dire la même chose. Ça fera un petit ping-pong. Vas-y, Ramzy. Bonjour. Salut Ramzy, ça va? Ouais, bon, là, vous arrivez au mauvais moment car je suis en train de manger, mais c'est pas grave. C'est quoi la question exactement? Le vote à 16 ans, est-ce que tu sembles que c'est envisageable dans les élections présidentielles ou même les élections? Alors oui, justement, j'ai 16 ans, donc la question se pose. Alors, pour moi, je considère que le vote à 16 ans est une mauvaise idée. Je considère que je suis dans un âge où la majorité des gens n'ont pas encore un avis politique clair. C'est encore juste on va dire quelques prémices d'idées politiques pour moi. Je considère que même que le droit de vote devrait être retardé à 25 ans, c'est-à-dire à l'entrée de la vie active. D'accord. Ah oui, très bien. Très bien, très bien. Du coup, je réagis là-dessus. Mais je trouve ça intéressant. En fait, je sais pas si c'est tellement une question d'âge. J'ai bossé quand même pendant 5 ans pour un média qui s'appelle la ZEP, donc qui donne la parole à des jeunes de 14 à 25-30 ans, mais surtout des jeunes de 15 à 17. Et en fait, j'ai jamais vu des gens aussi conscients. Enfin, on est quand même une génération ultra consciente des problématiques qui les touchent. Et en fait, moi, des jeunes de 16 ans qui m'ont parlé de leur quotidien, de leur logement insalubre en quartier populaire ou en HLM, de lutte, encore une fois, féministe, antiraciste, de pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, des jeunes de 16 ans m'ont quand même tenu des discours que certains gens de mon âge, donc de la trentaine, ne sont pas capables de tenir. Soit n'étant pas conscients des problématiques, soit juste n'ayant pas cette culture qui pour moi vient beaucoup aussi des réseaux sociaux, mais aussi d'une faculté grandissante à communiquer sur ce qu'on vit et à témoigner de ces réalités. Donc je pense que 18 ans, c'était peut-être bien pareil il y a 50 ans, mais en fait on est mature et on est conscient des problématiques plus jeunes, des problématiques qui nous concernent. Mais du coup, encore une fois, on revient sur le RIC, on revient sur des manières de s'engager de manière plus locale que des élections nationales où, en fait, il y a des problématiques. Je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi quelqu'un qui habite au fin fond de la Bourgogne, qui a jamais vu un immigré de sa vie, par exemple, devrait pouvoir avoir un mot à dire sur l'immigration. Je trouve ça surréaliste, quoi. Comme à l'inverse, moi, n'ayant pas grandi en quartier populaire, j'ai pas grand-chose à dire en fait sur je sais pas, ou étant blanc, j'ai pas grand chose à dire sur les contrôles aux faciès, par exemple. En fait, il y a des choses aussi où l'expertise par le vécu, elle n'a pas d'âge non plus, quoi. Et je pense qu'à 16 ans, on a vécu des choses qui nous permettent de parler de telle ou telle thématique et donc de nous engager. Donc, en fait, l'âge, je sais pas, Greta Thunberg, elle a commencé à militer, elle avait 14 ans. Je pense qu'elle était déjà assez mature pour parler d'écologie, qu'on adhère ou pas à ses idées. Les jeunes, tu parlais des jeunes que tu avais rencontrés dans ton média. Je pense que tous ici, on a l'air d'être de s'être engagés en politique ou du moins de s'être formé un avis politique assez jeune. Mais est-ce que, au final, ce serait pas une minorité de personnes à 16 ans qui commencent à avoir un avis politique, qui s'intéressent à ces questions et qui essayent de formuler une vraie réflexion autour de ça? Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à 16 ans, on peut être beaucoup influencé parce qu'on voit, on peut plus apprendre plutôt que réfléchir. Et les effets des réseaux sociaux sont bien visibles là-dessus, sachant que toute la nouvelle génération passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. C'est normal qu'elle soit plus qu'elle soit plus intéressée par certaines thématiques. Mais est-ce qu'à 16 ans, on réfléchit sur les thématiques ou est-ce qu'on apprend presque par cœur, je dirais, une vidéo qu'on aurait vue sur Combini, sur Brut, une vidéo qui dure 1 ou 2 minutes
et qui traitent d'un sujet qui sont souvent très complexes. Et est-ce qu'à 16 ans, on a cette maturité de réflexion ou seulement cette maturité d'apprentissage? Et au final, c'est ça la grande question, parce que il y a France Inter, je ne sais pas si vous avez vu, qui a organisé une rencontre entre chaque candidat et un panel de jeunes. Et la grande majorité des candidats, qu'ils soient de gauche ou de droite, étaient contre l'abaissement de la majorité pour voter à 16 ans. Certains en disant que les jeunes n'étaient pas assez matures et n'avaient pas assez une réflexion politique assez poussée pour pouvoir participer, et d'autres avançant le fait que il faudrait, par exemple, si on baisse le droit de vote à 16 ans, il faudrait aussi baisser la majorité légale, baisser. Si on fait une bêtise à 16 ans, et ben à 16 ans, on a le droit de voter, donc il faudrait aller en prison si on a fait une bêtise. Baisser complètement la majorité à 16 ans, parce qu'on ne peut pas juste baisser le vote à 16 ans et garder le reste à 18 ans. Puis même, juste Ouais, quelque mais chose ça doit. Ouais, pardon. même le droit de vote, mais aussi le droit d'être élu. Est-ce qu'on peut être élu à 16 ans aussi, tu vois? Yes. Ça, je pense qu'il y a quelque chose qui changerait fondamentalement dans l'élection, c'est qu'on pourrait voter, mais on ne pourrait pas être élu. Du coup, je pense que ça pose aussi des problématiques simplement d'engagement politique. Quoi. Qu'est-ce que tu en penses, le vote blanc? Elliot, Ouais, il a toujours un nom. Je suis extrêmement pas d'accord avec tout ça. Enfin, en fait, je sais pas, vous avez élu vos délégués au collège. Vous aviez quoi, 11, 12 ans? Bah, en fait, ça fait pas de vous des adultes. Mais par contre, vous pouvez quand même prendre des décisions éclairées sur des sujets. Bon, alors moi, je votais pour Pikachu au collège, donc j'étais pas très éclairé, mais enfin, en fait, l'âge, ça veut tout et rien dire, quoi. On peut l'abaisser parce que pour moi, une majorité de jeunes sont déjà conscients de ce qui les concerne. Et s'ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe, eh ben, ils n'iront pas voter. Comme en fait plein de gens qui ont 18 ans, 20 ans, 22 ans. Moi, à 16 ans, clairement, j'aurais pas été. Alors que je me suis politisé assez tôt, mais en fait, à 16 ans, j'aurais été incapable de prendre des décisions sur quoi que ce soit, clairement. À 16 ans, je pensais à traîner avec mes potes et à mes premières soirées, quoi. Donc, clairement, j'étais pas du tout conscient de tout ça. C'est bon. Par contre, il y en a qui le sont. Et il y en a qui, à 14 ans, sont déjà ultra matures. Donc, en fait, l'ABC, c'est juste donner la possibilité à une majorité de jeunes, et j'en ai vu beaucoup quand même en 5 ans, j'ai dû voir, je sais pas, 10 000 jeunes, ce qui est plus que la plupart des gens dans leur vie, je pense. La plupart étaient matures sur les sujets qui les concernaient. Mais en fait, il y a aussi des gens de 50 ans qui, comme tu dis, font ce que tu dis, voient une vidéo de Brut, une vidéo de Combini et sont persuadés qu'ils savent de quoi ils parlent quand ils vont te parler de tel ou tel sujet. En fait, il n'y a pas d'âge pour pas réfléchir. Mais ça, c'est ce truc dont tu parlais tout à l'heure. Tu disais, je sais pas si c'est toi, Elliot, mais quelqu'un disait que les jeunes avaient une bonne culture politique actuelle. Je crois avoir entendu ça dans des intervenants. Mais je serais plutôt tendance à dire que c'est plutôt faux et que justement, je pense que l'éducation civique et politique devrait être beaucoup plus accentuée dès le collège ou même peut-être dès le primaire, peut-être un peu tôt, mais en tout cas dès le collège, pour investir dès le début les jeunes dans la politique. Pour, vraiment pouvoir parler, pouvoir s'engager dessus, quoi. Et même, j'irais même plus loin en parlant plus d'une plus grande diversité, parce que je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, et on est tous en tant que jeunes, on est sur les réseaux sociaux, et au final, il y a une très faible diversité des opinions politiques sur les réseaux sociaux, et on pense savoir certaines choses, et moi, pendant très longtemps, j'ai été là-dedans, je pensais savoir beaucoup de choses, mais au final, l'horizon d'information qu'on a sur les réseaux sociaux est très politisé et d'un bord en plus. Je dirais que ça sera plus la gauche. Et au final, on pense savoir certaines choses, mais au final, on n'a accès qu'à une partie de la vérité. Et c'est peut-être ça aussi le souci d'un âge assez jeune, de se focaliser seulement sur une certaine chose, de ne recevoir qu'une partie des informations. Et comme aux élections des délégués, comme tu parlais tout à l'heure, de voter pour le plus populaire. Parce que moi, je me souviens des élections des délégués, on votait pour le plus populaire, on votait pas forcément pour le plus travailleur, pour celui qui allait le mieux nous représenter. On votait pour celui qui foutait le bazar en cours un petit peu, qui avait beaucoup de potes. Et est-ce que ce serait pas un danger au final de l'abaissement de la majorité de vote à 16 ans? Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Ok, alors vu que je vais juste reprendre deux choses par rapport à la proposition de mettre l'EMC et du coup au collège et de pouvoir essayer d'un peu plus instruire les jeunes à la politique. J'aimerais quand même ajouter
une chose qui est importante, c'est est-ce que la politique doit être dans l'éducation? Parce que le problème, c'est que les choix éducatifs de l'éducation nationale sera toujours idéologique. Les choix qu'on va prendre pour les cours sera toujours idéologique. Il y aura toujours quelque chose de pas neutre. Il y aura toujours une influence d'une idéologie particulière sur le cours en question. Donc je trouve que c'est à la fois une bonne idée, mais à la fois quelque chose de dangereux et je suis plutôt mitigé là-dessus. Et par rapport aux réseaux sociaux, je suis plutôt d'accord par le fait qu'il y a deux grosses tendances, même plutôt une grosse tendance dans les réseaux sociaux, qui est la gauche progressiste et peut-être un peu la droite conservatrice, pro-Zemmour, etc. depuis quelques mois. Mais je considère qu'il y a surtout la gauche progressiste au sein des réseaux sociaux qui, du coup, nous focalise dessus et empêche d'autres visions d'émerger, que ce soit la gauche républicaine, le centre modéré et compagnie. Très bien. Si je peux intervenir, Oui, bien sûr. je trouve que votre débat là, il est super intéressant parce que c'est une situation qui arrive fréquemment. Souvent, voilà, il y a une question de ce type, par exemple le droit de vote à 16 ans, et on se divise sur le sujet parce qu'on est rarement d'accord sur, bon, bah, 16 ans, 25 ans, oui, mais comment, pourquoi, et puis qu'est-ce que ça implique, et puis d'abord les vieux, d'ailleurs, est-ce qu'il faut qu'ils votent aussi? Et souvent, on tourne en boucle sur ces questions-là et ça n'a pas de fin. Et, et je te crois que quand on dit que le pouvoir, ben, pour se maintenir, divise, ça, c'est ce qui se passe, en fait. On débat sur plein de sujets qui nous divisent. Et la force du MCP, c'est de dire que, OK, on n'est pas d'accord sur la plupart des décisions, des sujets, etc. Par contre, on peut être d'accord sur la manière dont on va prendre les décisions et la manière dont le jeu politique devrait fonctionner pour prendre une telle décision. La manière, c'est eh bien, pour décider si oui ou non les personnes de 16 ans peuvent voter ou pas. Eh bien, si par exemple il y avait le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle en vigueur en France, ça pourrait faire l'objet d'une pétition et ça pourrait faire l'objet d'une décision collective. Ouais. Et au lieu, en fait, de se diviser et de débattre alors qu'on n'a pas le pouvoir, alors qu'en plus, même quel que soit notre avis, en fait, on n'aura pas la capacité de mettre en œuvre notre idée, parce qu'on est impuissant politiquement, le MCP fait le choix de dire, ben, mettons-nous d'accord sur comment est-ce qu'on prend les décisions, mettons en œuvre, donnons naissance à ce processus de prise de décision collective sur lequel on est d'accord, et après on va débattre et on va se diviser sur les sujets qui nous préoccupent. Mais je vois très, très bien ce que tu veux dire aussi. Et je pense que je pourrais même un peu déborder en disant que peut-être que les politiques publiques, elles peuvent avoir un effet dessus, mais je pense aussi que la société civile, elle doit s'engager pour fournir aussi, disons, un engagement citoyen dans lequel les jeunes puissent se reconnaître. C'est-à-dire, par exemple, je peux penser, ils étaient censés venir et malheureusement ils n'ont pas pu, mais les créateurs d'Élise, vous savez, l'application pour la présidentielle, le Tinder de la présidentielle. En l'occurrence, je discutais avec un des créateurs, Valérant, et en fait, ce qui était très intéressant, c'est il réalisait que non seulement l'application avait un impact très important, mais qu'en plus, elle participait à engager les jeunes. Et ils considéraient que je crois qu'ils avaient fait une statistique, ils avaient vu qu'il y avait 4% de la population électorale de France qui avait pu voter sur elle. Donc en fait, on peut aussi considérer que bien qu'il y ait des politiques publiques qui puissent être influentes, la société civile a aussi un rôle, et elle en prend aussi avec les réseaux sociaux de plus en plus, pour pouvoir investir cette population qui est pas censée, qui n'était pas en tout cas dans disons une activité politique importante et qui voulait pas forcément aussi devenir militant, quoi. C'est-à-dire que la frontière est pas forcément aussi très simple à franchir. Voilà. Très bien. Moi, je vais clôturer mon intervention avec ça, si ça vous dérange pas. Je trouve ça, en fait, la question de l'éducation, elle est hyper intéressante là-dessus, et je vais rebondir sur Élise justement parce que, en fait, l'application Élise, il y a eu pas mal d'articles sur cette application parce qu'au départ, ça a l'air d'être une très bonne idée, et en fait, c'est juste du speed dating politique, quoi. En fait, c'est quand même une application qui te résume en une phrase une mesure politique très complexe, des mesures qui ont un impact au national, et qui te demande d'être pour ou contre.
c'est le contraire pour moi de justement ce qu'on était en train de dire, il faut éduquer les citoyens. Le principe d'abaisser à 16 ans aussi, pour clôturer aussi autour de ça, l'idée c'est mieux éduquer les gens et éduquer à la politique, et je pense qu'on peut le faire, en fait, éduquer à l'esprit critique et donc à réfléchir et à poser des arguments pour prendre des décisions. Ça peut être neutre, contrairement à ce que tu dis, Ramzy. Ce serait très dommage si tout le savoir qu'on était obligé d'ingurgiter était forcément politisé. Et je pense qu'on peut parler des institutions de l'esprit critique, donc d'être capable, en fait, même sur quelque chose où on est d'accord au départ, de suspendre son jugement pour écouter les arguments contraires, etc. Ça, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus enseigné à l'école et sur un temps long. Et contrairement à ce qu'essaye de faire cette application qui part, je suis sûr, d'un très bon sentiment de « Ok, bah, en fait, en quelques scrolls à gauche, à droite, tu vas savoir quel candidat te correspond le mieux. » Même si je sais qu'ils ont essayé d'accumuler plus des petits tutos en dessous de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bah, en fait, c'est très, très restreint comme manière de réfléchir. C'est pas comme ça qu'on est censé apprendre la politique. Et je pense que une des mesures, en tout cas, qu'on défend aussi dans le pacte démocratique de démocratie ouverte, c'est plus d'éducation populaire à la politique, à la fois à l'éducation nationale, mais aussi plus de moyens donnés aux associations qui essayent d'expliquer ça et de défendre ça. Et aussi, dans ce pacte de mesures, on défend aussi le droit à un congé citoyen, c'est-à-dire en fait que tu sois financé par l'État pour t'engager dans une association, une cause qui te touche. Parce qu'en fait, on parle souvent de personnes qui sont engagées, etc. Mais les gens qui s'engagent, c'est des gens aussi qui ont les moyens financiers de s'engager, qui peuvent s'arrêter, qui peuvent s'accorder du temps le soir pour aller dans une asso, ce qui n'est pas le cas des classes dites populaires la plupart du temps. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, là-dessus, l'éducation est au centre de la problématique, en fait. Mieux comprendre nos institutions, ça nous permettrait de mieux comprendre pourquoi on aura besoin du RIC ou du vote blanc, par exemple. Mieux comprendre nos institutions et la manière dont on fait de la politique, ça peut aussi aider des jeunes à voter plus tôt et donc à baisser le droit de vote à 16 ans. En fait, juste s'éduquer à la politique, ce qu'on ne fait pas, quoi. Enfin, on a 3 cours d'éducation civique et citoyenne dans notre vie. Pour pouvoir juste, enfin, je pense pour moi en tout cas modérer un peu ce que tu voulais dire, c'est-à-dire dire juste mettre un pied dans la porte en fait, c'est-à-dire se dire, je scrolle politique en fait, je m'investis, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je pense pas forcément que Élise ça va déterminer des choix politiques, mais en tout cas ça investit le jeune, et ça lui prend un temps d'écran aussi sur son téléphone, Une porte d'entrée. une porte d'entrée quoi. Ça lui prend une demi-heure ou qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit politique. Il va voir les programmes. Il se dit bon qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens proposent, est-ce que Marine Le Pen me correspond vraiment, est-ce que Éric Zemmour me correspond vraiment, est-ce que Mélenchon me correspond. Ça met un pied dans la porte en fait. Ça se dit, ça se fait se poser des problèmes. Et surtout la question, enfin de ce que tu disais tout à l'heure, j'étais plutôt d'accord avec ce que tu disais, mais le truc c'est que évidemment qu'on sait sur le détail forcément la discussion parce que on se base sur ce qu'on sait déjà et on va pas forcément interagir avec les gens, mais ça met un pied dans la porte quand même, tu vois. Ça encourage à se dire bah écoute, on me dit que je dois voter Le Pen ou Zemmour, ça m'indique ça, le Tinder la présidentielle me dit ça. Est-ce que c'est ce qui me correspond? Et je pense que après ça motive les jeunes à pouvoir s'investir dans les associations, être militants, etc., tu vois. Oui, c'est vrai que ça peut. J'aimerais revenir par rapport à ce qu'a dit Élise, par rapport au fait qu'on peut ne pas être d'accord sur les idées, mais on peut se mettre d'accord sur la méthode. Justement, le problème, c'est que même la méthode, les gens ne se mettent pas d'accord. Chacun a sa propre pensée, sa propre méthode au niveau démocratique. Les institutions, il y a aussi des divisions là-dessus. Donc, je trouve que en fait, même la réponse ne doit pas être sur la question de la méthode, mais exactement sur la question de la raison. Je sais pas si j'ai été clair. Non, c'est faux. C'est très simple de se mettre d'accord sur les méthodes. Il suffit de participer à des ateliers constituants ou même de débattre sur les méthodes avec les gens. Tu verras, c'est beaucoup plus simple de se mettre d'accord sur les méthodes que se mettre d'accord sur des sujets un peu plus spécifiques, législatifs, etc. Ah d'accord, je pensais que tu parlais précisément de la méthode constitutionnelle, de la méthode au sein de la démocratie. Je pensais que tu parlais exactement de ça, mais du coup c'est une confusion de ma part.
Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur le vote. Donc en fait, on va passer à la deuxième partie. On pense que c'est plutôt une bonne idée. Donc voilà, on va passer à la deuxième partie. On a encore peut-être 25 minutes, une petite demi-heure de live, peut-être voilà à peu près. Et puis on va arrêter le live. Voilà. Donc on va passer à la deuxième partie qui est donc. Je suis désolé, je vous abandonne au moment de la transition. Merci d'être venu. Avec plaisir. Je vous ai mis les références dont j'ai un peu parlé en dessous, si vous voulez checker surtout le pacte qu'on essaie de faire signer par les candidats. Bonne Si tu veux te discussion. représenter Bonne nuit. De quoi? tu peux te représenter succinctement, dire qu'est-ce que tu fais un petit peu, parler de ta plateforme, tout ça, tu peux avant de partir. Bah, non, mais je l'ai dit au début. De toute façon, tout est sur le compte Insta, c'est hyper clair. Vous en faites pas. Merci beaucoup. Merci. Juliette. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Du coup, passons à la deuxième partie. Alors, deuxième partie, c'est plus vraiment centré sur le vote, c'est centré sur les autres méthodes de participation citoyenne. Donc, en fait, on s'est dit, voilà, est-ce qu'il y a une crise de la représentation et est-ce qu'en fait, ça passe forcément par le vote, est-ce que ça passe aussi tout simplement par un engagement citoyen qui peut être autre, et on l'a évoqué là pendant cette petite heure avec tout le monde, mais là, on va quand même plus aller dans le sujet. Je dis, Très bien. avec La première question, ce serait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais ça serait autour du tirage au sort. Le tirage au sort dans la démocratie, c'est quelque chose qui a déjà été utilisé, notamment dans la Grèce antique. Et le tirage au sort serait-il une alternative à la crise de la représentation qu'on a en France aujourd'hui? Je peux commencer? Oui, si tu veux commencer, vas-y. Après, si tu veux, tu peux commencer toi. Ok. Non, vas-y, commence. Alors, pour moi, le hasard est l'ennemi de la raison démocratique. Pour moi, en fait, le hasard, pour moi, en fait, la politique, c'est le fait de gérer sa maison. Si jamais on en revient au hasard pour gérer sa maison, ça peut pas marcher. Pour moi, par exemple, l'idée de faire une assemblée où on élit les gens au hasard, en fait, on va élire des gens qui n'auront pas du tout l'avis de la majorité de la population. Pour moi, le hasard est l'ennemi de la raison, car justement, il n'y a pas de raison dans le hasard. Il y a uniquement l'aléatoire, et l'aléatoire ne peut pas gouverner un pays, selon moi. Bah, tu vois, je peux te contrebalancer ce que tu disais par une citation qu'on peut trouver, je crois, dans la Politique d'Aristote, si je me trompe pas. Il disait qu'en fait, la vraie démocratie, c'était la démocratie du tirage au sort. Il considérait qu'en fait, le vote était la représentation de l'oligarchie. En fait, il considérait en élisant des représentants, on constituait une élite qui décidait à leur place, en fait, tout simplement. Et par exemple, au temps de la Grèce antique, il y avait une partie de la politique publique de la cité qui était gérée par des magistrats qui étaient tirés au sort. Il y avait une assez grande partie, à peu près la moitié, des représentants politiques, tu vois, qui n'étaient pas élus. Et en fait, ils considéraient que si on faisait une démocratie qui était à 100% représentative, donc avec un système électoral, on arrivait vers une oligarchie. Et lui, ce qu'il disait, il préconisait un régime mixte, c'est-à-dire il préconisait un mélange entre le tirage au sort et la démocratie représentative, donc l'élection, tu vois, le principe électif qui pouvait, encore une fois, plus tirer vers une oligarchie de fait, tout simplement. Le truc, c'est que l'Ecclésia, ils votaient aléatoirement par rapport aux juges, et donc du coup, je considère que, ok, on peut faire de l'aléatoire pour des rôles plus techniques, mais pour tout ce qui est consul et tout ce qui est comment dire ça? Les premières têtes, c'est impossible. Et encore pour les magistrats, etc., il faut que le citoyen en question soit compétent. Alors, Ramzi, en fait, ce que tu dis, il y a des trucs vrais dans ce que tu dis, mais en fait, le truc, c'est que l'Ecclésia, c'était disponible pour tous les citoyens. Et là, ça faisait partie de la démocratie directe d'Athènes, tu vois. En fait, le tirage au sort, c'était fait que pour un certain type on va dire, de fonctionnaires athéniens, et c'était notamment pour les magistrats qui travaillaient dans les tribunaux. En fait, l'Ecclésia, c'était juste un fonctionnement démocratique qui considérait que les citoyens, et ça comprenait vraiment une petite partie des citoyens d'Athènes, et c'était les hommes, en l'occurrence, depuis 25 ans. Et sans les métèques et compagnie. Exactement, c'est ça, tu vois. Donc en fait, ce que tu dis, c'est vrai, mais en l'occurrence, le tirage au sort, c'était pas vraiment destiné à l'Ecclésia, c'était plus destiné à des fonctions au pouvoir judiciaire.
ouais, au pouvoir judiciaire et un peu au pouvoir politique aussi. Et en l'occurrence, tu disais les premiers représentants, enfin c'est dangereux d'élire des premiers représentants avec le tirage. Euh, C'était pas le cas, ça l'a jamais été en Ouais, tout cas. c'était pas Je le sais pas de régime politique qui a appliqué ce tirage au sort pour les principaux représentants politiques, parce qu'on considérait que la défense de la cité était censée être assurée par des personnes compétentes, et donc on admettait, comme je disais tout à l'heure, une certaine oligarchie dans les premiers stades de la représentation de l'État et de la prise de décision, tu vois, notamment pour les mises en guerre, notamment avec Sparte. Périclès il avait été élu, par exemple, etc. Voilà. Oui. Franchement, si on vote nos juges aléatoirement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, bonne idée pour la justice. Pour le politique, franchement, je sais pas, je pense pas, mais pour la justice, franchement, pourquoi pas, oui. Qu'est-ce que t'en penses, Florence? Hum, En fait, pour juger de la qualité ou du caractère néfaste d'une méthode de prise de décision, le seul moyen de juger en fait si une méthode de prise de décision est correcte ou pas, c'est d'une part de les comparer entre elles, comparer des méthodes de prise de décision entre elles, en fonction de la situation. Par exemple, si le but c'est de prendre une décision politique pour le bien commun, qu'est-ce qui va être le plus fonctionnel, le plus efficace pour prendre une bonne décision pour le bien commun? Est-ce que c'est une poignée d'élites comme aujourd'hui? Est-ce que c'est J'arrive tout de suite. une assemblée tirée au sort? Ou euh, est-ce que c'est une proposition, par exemple, votée par 1 million de signataires? Mm. Et en fait, si on fait l'exercice de penser de comparer les systèmes entre eux, on se doute bien que jusqu'à présent, par exemple, une poignée d'élites élues n'est pas très capable de prendre une bonne décision pour les biens communs, alors qu'une assemblée tirée au sort peut être un peu mieux capable, en tout cas, de prendre une décision pour protéger leurs biens communs, et un vote par référendum Oui. est le plus légitime à prendre une décision pour le bien commun. Mais faut faire un classement, en fait. Mhm. Parce que si on prend les solutions individuellement les unes des autres, elles sont toutes pourries en soi, hein, parce qu'il y a des défauts à tout, hein, donc voilà. Et un autre moyen de définir qu'est-ce qu'un bon processus de prise de décision, c'est qui l'a choisi? Qui a choisi ce processus de prise de décision? Est-ce que c'est les élus? Est-ce que c'est des élites? Est-ce que c'est des lobbies? Ou est-ce que c'est 50% des citoyens qui ont voté oui à une règle de prise de décision? Est-ce que c'est 50% des citoyens qui ont décidé que cette décision-là, pour protéger l'environnement, elle va être prise par une assemblée tirée au sort? Mais je pense que tu vois, Voilà. c'est aussi la question du filtre qu'il y a entre la décision politique et le peuple, tu vois. Je pense que à l'époque d'Athènes, les lobbies n'existaient. Enfin, il pouvait y en avoir, mais c'était pas vraiment des lobbies, tu vois. Tu vois, la transition entre la décision politique et le choix du peuple était beaucoup plus courte, tu vois. Et en l'occurrence, tout à l'heure, vous parliez de la démocratie suisse. Ben, la démocratie suisse, elle peut aussi fonctionner parce que tu as un nombre de citoyens qui est quand même assez réduit. Et notamment pour avoir la nationalité suisse, c'est quand même très compliqué, quoi, tu vois. Donc, bien sûr que dans l'idéal, ce serait bien d'avoir de moins de lobbies, etc. Mais dans la réalité, il y a une nécessité que ça existe pour pouvoir faire prévaloir ses idées, tu vois. Ne serait-ce que les lobbies écologistes, par exemple, même si même si c'est pour la bonne parole, tu vois, en l'occurrence pour l'écologie. Mais du coup, pour le classement, le premier classement, ça serait, selon vous, Céline, le vote légitime d'Uric, donc, sans le classement que vous avez effectué. Attends, qu'est-ce que tu dis, Ramzi? Excuse-moi, j'ai pas compris. Par rapport au classement. Mhm. Au pire, non, laissez tomber, c'est pas grave. Ok, bah, Donc, attends, on va passer à la question suivante, du Ouais. coup. Vas-y. C'est bon? Non, non. Ah oui, très bien. Alors, ce sera la dernière question. Pour vous, face à la crise de la représentation, et d'ailleurs on pourra en voir les résultats aux prochaines élections présidentielles, quel sera le taux de participation, pareil pour les législatives, quel sera le pourcentage de vote blanc? Parce que pour rappel, aux dernières élections, il y avait plus de 11% de vote blanc ou nul aux élections présidentielles, ce qui est quand même assez énorme, 11%. Et
Et donc, selon vous, pour régler la crise de cette représentation, faut-il changer de système politique, donc par exemple une nouvelle république, pardon, ou faudrait plutôt faire une réforme constitutionnelle afin de changer la Cinquième République au lieu de complètement l'enlever, quoi. Plutôt la réforme ou plutôt la révolution? Telle est la question. Ramzi, je te laisse commencer. Ah, ok. Ben, vu que j'ai pas vraiment pu un peu m'exprimer sur les premières questions, bon, c'est pas grave. Pour le meilleur système, c'est quoi déjà les deux choix? Du coup, il y a le choix qui est réformé pour aller vers une sixième république, et la seconde, c'était? Soit une réforme, soit une nouvelle république, en fait. Bah, vu l'état de notre cinquième république a été totalement dévoyé, que ce soit par le Conseil constitutionnel ou tout simplement nos chers présidents que je ne qualifierai pas de manière mauvaise, mais je considère que oui, il faudrait passer à une nouvelle république. Comment ça dépend, soit par un candidat, que ce soit Mélenchon ou peut-être Zemmour, soit par... franchement, je vois vraiment pas comment on pourrait le faire. Mais théoriquement, avec l'état actuel, Vous oui, l'entendez ou pas? Je t'entends très bien. Oui. Oui, on t'entend. Tu ne t'entends pas? Tu prends la parole parce que je préfère pas le commencer en premier, j'ai pas toutes les idées en place, mais... Vas-y, pas de souci. Florence, tu nous entends bien? Moi, je vous entends bien, oui, mais j'entends un mot sur deux de Ramzi. Ah ouais? Ah non, vous entendez bien. On l'entendait très bien. Ramzi, tu pourrais répéter ce que tu dis pour qu'elle puisse rebondir dessus. Ben, en vrai, ce que je disais, c'était pas intéressant. Donc, euh, j'ai... Ah, c'est quand même dur de répondre à cette question. Pas de souci, on peut... Je préfère que Céline commence en premier, vraiment, Très bien. Florence, qu'est-ce que tu en penses? Pensez de quoi? Parce que du coup, j'ai pas entendu grand-chose. Plutôt une réforme constitutionnelle ou une nouvelle république pour régler ces problèmes de représentation et désinvestissement du citoyen dans la politique? Bah, si on est démocrate, c'est important de prendre en compte la position de la majorité. Et je crois qu'on se rend compte assez facilement que les gens, ils sont plutôt réfractaires à tout changer, tabula rasa, tout d'un coup. On est quand même, nous les êtres humains, plutôt de nature prudente. Abandonner quelque chose si on ne sait pas pourquoi ça va être, voilà, c'est compliqué. Tout changer d'un coup, c'est compliqué. Donc, si on est démocrate et que on veut faire les choses correctement, en prenant en compte l'avis d'un maximum de personnes, il vaut mieux faire réforme par réforme et instaurer un processus de prise de décision qui permette dans le temps, dans la durée, de prendre des décisions, décision par décision en fait, hein. Voilà, référendum par référendum, plutôt que de se dire bon bah va tout changer du jour au lendemain. Voilà, je pense que c'est plus facile à accepter des référendums d'initiative citoyenne que tout changer d'un coup. Très bien. Ok, bah, j'aimerais réagir à ça. Deux choses. Le choix de la prudence actuellement de nos citoyens, ça serait plus de voter Macron. Et deuxième chose, comment, comment justement faire en sorte que cela se fasse? Parce que clairement, je ne vois pas comment le RIC puisse un jour aller au pouvoir. Je ne vois vraiment pas le système politique actuel est tellement muselé que je ne vois pas pourquoi il y aurait un sens à mettre le RIC pour nos hommes politiques. Simplement, je ne vois pas. D'accord, très bien. Et pour le choix de la prudence, c'est parce que bon, j'expliquerai après. Très bien. Bon, bah, je pense on peut clore ce débat. Oui. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est en live. C'était très intéressant encore une fois. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les intervenants. Merci à Florence qui est restée pendant tout le débat. Ouais, ça tombe bien, j'ai plus de batterie. Super. Très bien. Et
Bah, encore une fois, merci à tous. C'était la 13e édition des bonnes questions. On avait fait une petite pause pendant un mois. On est heureux de revenir. Prochain débat, c'est la surprise. Et, en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Voilà, un petit mot pour la fin, comme. Écoutez, moi, je considère que c'est cool parce qu'on essaie de reprendre cette plateforme qui prend du temps quand même à être organisée. On lit quand même pas mal de bouquins à chaque fois pour les débats qui sont quand même très variés. Donc, on s'attaque à chaque fois à des choses qu'on ne connaît pas vraiment, même si moi, je suis en droit et que je parle de vote, on creuse pas assez, quoi. Moi, j'adore à chaque fois ces débats, je les trouve super intéressants. On a des super beaux retours à chaque fois. On n'a pas forcément à chaque fois des visionnages en direct de gens qui s'intéressent, mais il y a beaucoup de gens après qui viennent le voir et qui viennent nous voir et ils nous disent au lieu de regarder Netflix, on va aller voir les bonnes questions avec une petite bière à la main. Moi, ça super plaisir. Et puis au moins, voilà, encore une fois, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, on prend du temps d'écran pour des choses qui sont intéressantes et encore une fois, développer un esprit critique. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je trouve que là on a une chance de pouvoir utiliser Instagram, qui est censé souvent être un dépôt de fast info et d'informations beaucoup trop rapides pour moi. Avoir le temps de prendre 1 heure et demie pour discuter d'un sujet comme ça, je trouve que c'est très important. Et ça peut contrebalancer on va dire le paysage médiatique qui va surtout être factieux et qui va pas forcément encourager au débat d'idées, tout simplement. Voilà. Très bien. En tout cas, merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée n'hésitez pas à revenir si vous nous voyez en live. N'hésitez pas à monter. Et en tout cas, c'était un plaisir. Exactement. Portez-vous bien, les amis. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.